Coucou la team, alors on se retrouve pour un petit point sur l'égalisateur de guerre. Alors petit point qui peut durer un petit moment parce que je vais essayer de parler absolument de toutes les techniques d'égalisateur de guerre. Donc l'égalisateur de guerre c'est quoi? C'est donc un bonus de GDA ou un malus, ça dépend comment on le prend, qui va supprimer tous les effets négatifs ou positifs des équipes, donc qu'elles soient attaquantes ou défensives, et qui va même supprimer aussi la capacité fantôme, donc on peut retrouver chez Ameona Costume, Moritz ou Lugate, je sais plus exactement comment il s'appelle, qui est un 5 étoiles vert de la S4. Donc, le premier point, c'est une apparition de tous les 3 tours de ce bonus. Donc, il faut déjà éviter les défenses qui sont faites uniquement de bonus et de malus, et encore moins de dots, car les dots, vous savez très bien, permettent de grignoter l'adversaire, et ça sur un certain nombre de tours, et en général, rares sont les dots qui sont comprises sur 3 tours. Mais ça n'empêche pas les bonus. Donc, première chose, déjà, c'est organiser correctement vos défenses en évitant les malus, les bonus et les soins, surtout bonus. Si vous avez un Rigard costume, il ne servira pas à grand chose. Si vous avez un Ludwig, il ne servira pas à grand chose. Si vous avez un Rock costume, il ne servira pas à grand chose non plus, à moins de Dispel. Donc, le but, il est de faire une défense forte au niveau attaque sur 3 ou sur 5, ce qui est un peu de toute façon légitime dans n'importe quel GDA, mais là encore plus, parce que vous n'avez pas la possibilité de maintenir vos malus ou vos bonus. Donc ce qu'il faut faire au niveau défensif, c'est avoir un maximum de force pour éliminer l'ennemi, et surtout que s'il utilise des bonus de soins, vite l'éradiquer avec la puissance de frappe. Car un bonus de soins va rendre les PV petit à petit, donc ce n'est pas quelque chose à placer lors d'un égalisateur de guerre, ni en attaque, ni en défense. Donc, première chose, déjà, l'overheal. L'overheal n'est pas un bonus, il va faire un dépassement de limite des PV maximum, et donc vous donnez plus de points de vie, donc plus d'endurance, ce qui va forcément gêner l'ennemi, car il va avoir affaire à une capacité supérieur en points de vie, et donc il va devoir émettre encore plus de dégâts pour pouvoir vous éliminer. D'où mon tank en tank Aramis qui va augmenter sa défense. Certes, c'est un bonus, mais il va le faire pendant quelques tours. Et surtout, quand il va attaquer et déclencher, il va faire un overheal de 30% de son attaque totale. En sachant qu'il attaque sur 3 et qu'il attaque à hauteur de 375 et qu'il a 1060 points d'attaque, sans compter la troupe, évidemment, on va se retrouver avec des possibilités de gain de points de vie d'à peu près 300 à 400 sur les copains. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, on a Dalida aussi qui va créer du mignon. Mais on reviendra sur les mignons après. En exemple, on a les défenses de Wawa. Donc là, on a Hathor qui va faire de l'overheal en rapide. Et Charon qui va le faire aussi en 6 tuiles, si je ne me trompe pas, sur les sticks, ou 5. Je sais pas si la troupe mana modifie sa charge 1, 2 ou 3. Je crois que ça gère sur la totalité. Je crois que c'est un déclenchement, du coup, sur la charge 3 en 16 tuiles. Non, qu'est-ce que je dis? Si, c'est ça. Non, 18 tuiles, pardon. Enfin, les sticks, je les connais pas trop, hein. Je suis pas non plus un spécialiste sur les sticks. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Mais le but, il est vraiment d'aller chercher les overheal rapides. Alors, pas forcément l'élan. Parce que l'élan, ils vont pouvoir en fait simplement servir l'adversaire de tampon. Donc on va balancer pas mal de puzzles sur l'élan, surtout quand ils sont placés en tank. Donc c'est pas forcément une très bonne solution. Donc le mieux c'est de les mettre, on va dire, en P2, P3 sur les overheal en lent. Même si c'est pour cette GDA là, ce n'est pas non plus très important de mettre des overheal en lent. En ruée c'est différent forcément parce qu'on se retrouve en très rapide, donc déclenchement 7 tuiles avec une troupe mana à 9%, ou avec plusieurs bonus de mana supérieurs à 9%, on va pouvoir déclencher en 6 tuiles. Donc, on peut avoir aussi un aspect très différent au niveau de l'attaque, comme celle de Fidel Gastro, qui est une très belle défense, où on va se retrouver avec Sobek et Elnada
et ensuite Khufu. Alors, pourquoi je parle de ces personnages-là? Tout simplement parce que dans leur passif, ils vont effectuer avec un certain pourcentage de chance. Donc là, on a 60% de chance de réaliser les actions suivantes lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale. Donc là, on va infliger, avec une possibilité de 60% de chance, 70% de dégâts à tous les ennemis, plus une possibilité d'émettre une dot de sable sur tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est en surplus, qui n'est pas dans les autres personnages hors les S5, et qui va permettre d'aller grignoter l'adversaire pendant un certain temps, et surtout pendant 3 tours, donc qui va s'intercaler pendant l'égalisateur de guerre. Donc s'il déclenche au début d'une fin d'un égalisateur de guerre, bah, il aura 3 tours pour émettre sa dot, donc ça c'est vraiment très pratique, et surtout le fait qu'il va faire des dégâts sur tout le monde à hauteur de 70%, plus sa CS qui est extrêmement forte, qui va faire des dégâts autour de 500, et ben on va remettre des dégâts à 70%, donc en réalité il va attaquer à 360%. Du moins, il va avoir la possibilité d'aller le faire, plus sa dot. Donc ça, c'est quelque chose qui va être cumulé aussi avec le passif de Elnada, qui elle aussi va faire 70%, à 50% de chance de le réaliser, et donc d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis aussi. Donc en cumulé, on arrive déjà à 140% de dégâts avec Elnada et Sobek. Et ensuite, Elnada, elle va dissiper le dernier bonus dissipable pour tous les ennemis. Donc ça, c'est un complément, on va dire, à l'égalisateur de guerre, et c'est là où la défense de Fidèle va être très forte, parce que du coup, l'ennemi ne va pas faire attention à ce passif-là, et de toute façon, il ne pourra rien faire contre ce passif-là. Et s'il déclenche, eh ben, Elnada fera, en plus des dégâts, une sorte de dispel, on va dire, et en plus elle va le ramener à elle. Donc elle va debuff et buff, entre guillemets, elle va cleanse, elle va, pardon, dispel et se ramener un buff de l'ennemi sur elle. Donc ça, voilà, c'est extrêmement intéressant. Non, pardon, dissipe juste le dernier bonus, c'est tout. Il n'y a que ça à dire, en réalité. Je me trompe de personnage. Donc Sobek, on a vu qu'il faisait une dot et des dégâts sur tout le monde. Et là, on arrive avec Khufu, qui a la même capacité que Sobek. Mais lui, il va faire un peu moins fort au niveau de sa dot de sable. Mais par contre, il a plus de chances d'infliger des dégâts à tous les ennemis. Donc là, il a une hauteur de 70%, d'infliger 70% de dégâts. En sachant que Khufu attaque déjà très fort à 450% de dégâts à la cible, mais ça va venir s'enchaîner à tous les personnages qui sont à côté. Donc évidemment, si un trou de fait, Khufu va attaquer sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, mais pas sur 5, mais bien sûr si l'équipe est entière. Quand Khufu va déclencher, il va déclencher extrêmement fort, et 450 avec son niveau d'attaque et la troupe qui est en place, ça va être entre 800 et 1000 points de dégâts sur les ennemis, et c'est énorme, plus son passif de 70%. Donc voilà, je vous laisse un petit peu imaginer les dégâts qu'il va faire. Donc on aura 70% supplémentaire aux 450, donc ça vous fera une attaque à 520% de dégâts. Donc, avec Khufu, Sobek et Elnada, on va avoir un potentiel offensif qui va être augmenté donc de 210% rien qu'avec leur passif. Plus le fait que Sobek ou Khufu peut mettre une dot de sable, et Elnada qui peut supprimer le dernier bonus dissipable. Donc rien que ces trois-là, en termes de défense, ils sont ultra efficaces sur l'égalisateur de guerre, car ils vont permettre d'aller faire un déclenchement supplémentaire en CS, sans forcément, on va dire que ça soit volontaire. Donc du coup, l'ennemi, lui, ne s'en rendra pas compte, et quand il va se faire taper par ces personnages-là, il n'aura pas la possibilité de renvoyer ces effets-là. Sauf, avec certains personnages comme Ferdinand, Max et Antorn, qui, eux, vont renvoyer les effets, on va dire, les effets négatifs à l'envoyeur. Donc forcément, si on attaque ces défenses-là, il faut penser à avoir ces personnages-là, ou du moins à avoir aussi un anti-malus qui viendra justement éviter de se faire submerger par ces dots, et donc de se faire petit à petit grignoter. Là,
En général, c'est là où ça se complique quand on vient se protéger avec des anti-malus, parce que il faut savoir les déclencher et avant l'égalisateur de guerre. Et c'est là où ça devient très très dur face à ce genre de défense. Tout simplement parce que si on se fait supprimer son anti-malus, et on n'a plus de protection. Et si on l'a mal déclenché, qu'on a simplement épuisé par rapport au nombre de tours qu'il était effectif, Sobek, El Nada et Khufu, eux, vont pouvoir se la régaler. En plus de ça, on a Dioshan derrière, et c'est là où c'est un autre point qui est très important sur l'égalisateur de guerre, c'est les sbires. Les sbires et les minions. Mais on va commencer par les sbires. Donc les sbires de Dioshan sont quand même relativement moyens, c'est pas forcément faux. Mais par contre, à chaque fois que son sbire va déclencher une attaque, il va piquer le dernier bonus dissipable aussi. Donc du coup, si en face, l'attaquant a volontairement déclenché ses bonus, de toute façon il le fera volontairement, mais au mauvais moment, donc au déclenchement des sbires ou au déclenchement d'El Nada, qui va elle aussi bloquer, mais ça j'en reparlerai un petit peu après, l'ACS avec son attaque spéciale. Finalement, vous allez vous retrouver avec des sbires qui vont vous prendre votre dernier bonus. Et El Nada qui peut aussi potentiellement vous prendre aussi un des bonus. Donc c'est vraiment très très gênant. C'est vraiment une défense qui est vraiment faite pour l'égalisateur de guerre. Tout simplement parce que vous avez énormément d'attaques en passif et de blocage au niveau des CS et au niveau des bonus. Alors pas forcément au niveau des CS, mais un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on a El Nada qui, elle, dans sa deuxième partie de CS, va appliquer donc un malus que quand l'ennemi va se donner un bonus, il va prendre 200 points de dégâts supplémentaires. Donc vous avez l'attaque de zone par 5 avec Sobek et Khufu, l'attaque de zone par 3 avec El Nada et Domitia, la protection de Diaoshan, les passifs qui rentrent en jeu, les sbires qui rentrent en jeu, l'ACS de El Nada qui viendra bloquer la mise en place des bonus. Et on a Domitia qui, en costume, attaque vraiment très 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 fort. Et surtout qu'elle va permettre aussi d'aller faire un malus de casse élémentaire. Donc moins 64% contre le sombre, de défense contre le sombre. Pour 4 tours. Alors évidemment ça sera certainement des spells par le bonus. Mais cet effet ne peut pas être purifié. Ok, ça sera quand même purifié. Dure 2 tours de plus sur les personnages sacrés et inflige des dégâts supplémentaires contre le sacré. Donc voilà, c'est une défense qui donne l'envie et la volonté d'aller attaquer en jaune. Et pourtant, si on fait un déclenchement sur Domitia, on va se faire laminer ces jaunes. Et avant de déclencher Domitia, il faudra d'abord passer Dioshan et Sobek et Khufu. Et là, c'est quand même une autre histoire. Donc ça, c'est très très important. Surtout que Domitia a aussi sa capacité de barbare qui viendra aussi grignoter un petit peu l'adversaire. Donc finalement, on se retrouve avec une équipe qui va déclencher plutôt rapidement, très fort, et qui va émettre plein de passifs dans la figure, avec des compléments en CS, et ce qui va donc bloquer l'adversaire. Alors attendez. Mon kleps. Désolé pour les oreilles, mais je couperai pas la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? Donc on a parlé de l'overheal, on a parlé des sbires, on a parlé des passifs, on a parlé des blocages des CS, des bonus avec El Nada. Donc maintenant on va aller voir aussi un petit peu des côtés des minions. Donc là on a une défense qui est plutôt pas mal, même si on a Lubu qui est en lent. Ça reste d'ailleurs qui devrait être LB, un de ces quatre. Donc c'est aussi un personnage qui va émettre du mignon, qui va émettre des dégâts. Et surtout que ces mignons, qu'est-ce qu'ils font ? Alors déjà, ils sont quand même costauds, parce qu'ils vont prendre 30% des soins appliqués, et ils vont avoir une attaque de 56%, donc ils vont émettre des petits dégâts comme ça. Mais ce qui est important dans ces démons-là, c'est cette partie-là. Lorsque le démon mercenaire est invoqué, sa cible ne peut pas recevoir de nouveaux bonus. Cet effet dure tant que le démon est actif, et il ne peut pas être purifié. Donc, s'il ne peut pas être purifié étant donné que c'est un mignon, ça veut dire que l'égalisateur de guerre ne peut pas le prendre en compte. Ça veut dire que tant que ce mignon-là sera en place sur l'ennemi,
et bah il pourra pas recevoir de bonus. Donc ça va venir en fait compléter l'égalisateur de guerre et même passer au-dessus de l'égalisateur de guerre, parce que rien ne peut être dissipé tant que les minions sont en place. Donc ça, c'est un personnage qui est très très intéressant aussi sur la partie égalisateur de guerre, parce que forcément, si on peut pas supprimer son malus, et bah derrière, en fait, on laisse quelque chose d'actif et de gênant sur le terrain, et c'est là-dessus qu'il faut venir jouer au niveau de vos défenses. Donc après, c'est pas un tank né, du moins pas pour cette GDA-là, mais voilà, on va dire que c'est passable en termes techniques. Après, on va avoir donc Chopper qui va faire la même chose qu'Aramis, mais un peu moins fort au niveau de sa CS, au niveau de l'attaque, mais un peu plus fort au niveau de sa récupération des points de vie. Et ça, c'est pareil, ce sont des personnages qui sont vraiment très importants lors d'une GDA égalisateur de guerre, car il va permettre l'overheal. Alors, je suis même pas sûr, chaque allié soigne chaque allié. Ah non, d'accord, on fait pas d'overheal avec lui, autant pour moi. Mais c'est toujours un peu pareil, il va émettre une grosse puissance d'attaque. En plus, c'est un paladin, donc il peut potentiellement résister un peu plus s'il est emblémé à fond en plus, donc 25% de plus en termes de paladin de défense, à hauteur de... Ah, c'est ça, je crois que c'est 25% de défense en plus pour 25% de chance de le faire. Et après, on va avoir des dégâts de saignement qui vont certainement se faire dispel aussi. Hein, donc voilà. Et surtout, on a un passif. Lorsqu'un sbire est invoqué pour un allié, ce personnage reçoit 5% de santé, 5% de mana. Cet effet ne peut s'activer qu'une fois par tour. Ok. Et le passif, lorsqu'un démon est invoqué pour un ennemi, ce personnage inflige 80% de dégâts à tous les ennemis. Et cet effet ne peut s'activer qu'une seule fois par tour. Donc c'est toujours pareil. Si l'Ubu déclenche, Chopper en passif, lui, va faire des dégâts supplémentaires. Donc ça aussi, c'est quand même cool. Surtout qu'on a Frost derrière qui peut aussi créer du sbire et donc rajouter les 5% de vie, les 5% de mana de Chopper et le faire monter un petit peu au niveau de son mana et accélérer son déclenchement. On a une troupe qui est pas trop mal, on va dire, pour Chopper. Donc ça lui permet de faire un déclenchement en 9 tuiles. Donc on peut l'avoir un petit peu sur un déclenchement un peu intempestif. Donc ça c'est quand même cool. On a Uraeus aussi qui va créer son propre sbire et qui va émettre une dot de sable. Mais je sais plus de quelle manière exactement. Ah non, je crois que c'est pas lui qui fait ça. Les dégâts ignorent les sbires de la cible. Tous les ennemis qui possèdent un sbire ou un démon... Ah oui, ici c'est ça. Donc Uraeus, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc l'Ubu, si par chance il déclenche, Uraeus va venir taper sur l'ennemi et s'il a un minion, et bah, il va venir se mettre une dot de sable. Donc ça c'est une... en fait les 4 personnages qui suivent à gauche sont vraiment très importants parce que au final ils vont pouvoir se renforcer les uns les autres juste avec leur deuxième capacité de CS. Le fait que l'Ubu fasse du minion, le fait qu'Uraeus fasse un sbire et qu'il puisse attaquer un adversaire avec un minion, et bah, il va rajouter de la puissance au niveau de sa dot. On a Chopper derrière, lui, quand il reçoit un minion, il va avoir la capacité de recevoir 5% de mana supplémentaire et 5% de points de vie supplémentaires. Frost, en fonction des sbires qu'il a, il va augmenter sa puissance de ses sbires, plus le lien élémentaire, et je sais plus exactement ce que c'est. Le lien élémentaire octroie une faible quantité de mana, voilà. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Et on a Cadillac aussi. Alors certes, elle va faire de l'esquive. Et certes, ses sbires vont apparaître en fonction de son esquive. Mais on est sur un déclenchement en rapide avec une troupe mana. Et sa classe en sorcier, donc logiquement, et puis son bonus de costume, hein, donc de 5%, 4%, 9% avec rien qu'à elle toute seule, et sa troupe, donc on arrive à 20% de mana supplémentaire. Donc Cadillac, c'est sûr qu'elle déclenche donc en 7 tuiles. Donc on va retrouver avec une efficacité rapide entre Uraeus et Cadillac, Frost aussi qui est en rapide, hein, je crois, voilà exactement. On a des éléments un peu plus lents sur l'Ubu et sur Chopper, mais toute la défense reste coordonnée et reste correcte pour un égalisateur de guerre, car ils vont pouvoir se booster les uns les autres, plus anéantir, on va dire, la capacité de soin en face, et émettre aussi, du coup, un peu une sorte de malus dû à une dot,
et surtout les minions qui vont venir donc gêner le terrain et empêcher l'adversaire de se soigner, donc de revenir potentiellement sur le plateau. Donc au niveau défensif, on a quoi? On a Dame Freya. Dame Freya, excellente joueuse. Vous pouvez voir, c'est une free-to-play. Hein. Donc on se retrouve avec surtout Iris. Iris qui va venir compléter l'égalisateur de guerre avec l'impossibilité de continuer de garder ses bonus. Donc dans sa CS, donc elle va attaquer quand même plutôt fort sur 3, même si elle va faire des dégâts de moitié sur les côtés, mais elle va surtout dissiper les bonus de la cible et des ennemis proches à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Et ça c'est très très bon. Elle va infliger des dégâts supplémentaires contre le feu, donc ça c'est toujours pareil, hein. C'est un peu comme une Francine costume qui n'est pas utile pendant l'égalisateur de guerre, mais le costume de Francine, la version normale de Francine est beaucoup plus intéressante car elle va émettre des dégâts supplémentaires sur les éléments de glace. Et au lieu de faire un casse défense, elle va juste faire des dégâts supplémentaires, mais elle va bien le faire. Et Iris a le même principe sur les éléments de feu, donc ça c'est quand même cool. Et le lien élémentaire octroie aussi 10% d'attaque à tous les alliés de glace pendant 4 tours, et cet effet ne peut pas être dissipé. Alors il sera dissipé par le bonus de guerre, certes, mais c'est toujours bon à prendre. Et après, bon, c'est vrai que on va, vu qu'on a 3 tours entre chaque suppression de bonus, et que le bonus, l'anti-bonus qui efface chaque tour les bonus de Iris, il sera aussi supprimé. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir, mais c'est toujours quelque chose qui peut venir s'intercaler dans les... entre deux déclenchements d'égalisateur de guerre. Ensuite, le passif n'est pas forcément très utile, même s'il peut quand même protéger contre les brûlures, et on est en égalisateur de guerre, donc c'est toujours bien de pouvoir se protéger des malus. Et ce personnage reçoit 10% de mana à chaque fois qu'un de ses bonus est dissipé. Donc après, je sais pas si c'est pris en compte par l'adversaire ou si c'est aussi dû à l'égalisateur de guerre. En gros, si l'égalisateur de guerre supprime un bonus sur Iris, est-ce qu'elle gagne aussi du mana? Ça, là-dessus, on verra. Je suis pas sûr. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Elnada aussi, qui, je vous le répète, va émettre donc un malus qui, si l'adversaire se donne du bonus, il va prendre 200 points de dégâts en fonction des bonus émis. S'il en met 3, il prendra 600 points de dégâts. S'il en met 10, il prendra 2000 points de dégâts, et ainsi de suite. Et on a Thor derrière aussi, donc quand je vous parle de zoneur et de force, d'appui, Thor est un bon personnage pour faire ce genre de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un très rapide. Donc avec une bonne troupe mana, il va déclencher en 6 tuiles. Il va déclencher en 6 tuiles à 185% de dégâts sur tous les ennemis, et surtout, il va mettre une dot aussi de moins 25% de précision sur tout le monde. Donc ça c'est très important parce que ça va permettre à l'ennemi d'être ralenti. En plus c'est un paladin, donc il va avoir une certaine résistance. Si il est couplé avec d'autres personnages, il peut avoir 5, 10, 15% d'attaque. S'il est tout seul, il aura 5% d'attaque supplémentaire. Donc c'est vraiment un personnage qui est vraiment fait pour attaquer sur tout le monde. Et bien monté et avec une bonne troupe, c'est un personnage très très intéressant défensivement. Il peut déclencher, allez, on va dire 2 fois, et s'il déclenche 3 fois, c'est que vous n'avez pas compris comment l'attaquer, et vous êtes certainement dead, parce qu'il va attaquer à 290 sur tout le monde, et mettre encore plus de debuffs de précision. Diaoshan, on la présente plus, vous savez très bien. Donc on se retrouve avec un élément rapide qui va soigner à hauteur 35%, qui va invoquer un sbire, et qui, son sbire va dissiper le dernier bonus de l'ennemi s'il le touche. On a Eben, qui est un personnage que je connais un peu moins. Donc lui il va détruire les sbires de la cible et infliger 520% de dégâts à la cible. Donc ça c'est très très gros. Et ensuite on a tout le reste qui monte en exponentiel. On a quelque chose d'intéressant. La cible ne peut pas invoquer de nouveaux sbires avec ses compétences spéciales, et elle reçoit 200 points
200 points de dégâts pour chaque sbire qu'elle tente d'invoquer pendant 3 tours. Donc là c'est pareil, on se retrouve avec un personnage qui va venir bloquer sur sa charge 2 au niveau des invocations des sbires, donc l'ennemi ne va pas pouvoir se protéger. Donc déjà que c'est pas évident en égalisateur de guerre, alors si en plus on attaque avec du sbire mais qu'Eben déclenche, et bah derrière on va se faire complètement avoir. Et surtout qu'Eben a une capacité de pas se faire avoir par le casse-défense, qu'il soit casse-défense normal ou casse-défense élémentaire, ça fait qu'on va pas pouvoir aller chercher le casse-défense sur ce personnage-là. Et ça va commencer à devenir très très gênant, parce qu'avec l'égalisateur de guerre, déjà que c'est pas évident d'aller mettre des buffs et des debuffs, et bah lui il va encore plus vous court-circuiter, parce que si vous faites pas bien attention, et bah vous pourrez rien faire sur lui, au niveau des cases défense. Améthyste, on utilise un peu le même principe avec Dioshan. Alors oui, on a des belles défenses avec Dioshan, ça c'est top, c'est vraiment très cool. Parce qu'on se retrouve vraiment avec une puissance, on va dire, de soins et une protection au niveau des sbires. Et surtout que ceux qui ont Diaoshan, ce sont des joueurs, des bons joueurs et des joueurs qui savent construire leur défense. Donc là, on se retrouve avec Cléopâtre et Khufu, de la même famille. Oui, de la même famille. Donc ça aussi c'est très important au niveau du lien familial de les cumuler, parce que voilà, ils vont avoir une possibilité d'émettre encore plus de dégâts suivant s'ils sont 1 ou 2. Donc là, s'il est tout seul, 50% de chance, s'ils sont de 75% de chance, donc de conférer moins 35% de précision pendant 2 tours et d'infliger 196% de dégâts de brûlure sur 2 tours. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça va permettre vraiment d'aller grignoter l'ennemi juste en déclenchement sur un soin. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Et on va avoir un passif qui est aussi très intéressant. Donc 60% de chance de réaliser les actions suivantes. Donc ça va être un boost de santé de tous les alliés de 10%. Et le maximum peut être dépassé. Donc vous avez Cléopâtre qui soigne à une hauteur de 65% de santé de tous les alliés en moyen. En sachant que Vivica, elle le fait, avec un renfort de défense certes, mais en lent. Alors que Cléopâtre, elle va le faire en moyen. De plus, vous avez aussi quelque chose qui est vraiment très bien sur l'égalisateur de guerre. Tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours. 3 tours, c'est marrant, c'est le temps que met un égalisateur de guerre à supprimer vos malus bonus. Donc c'est un bonus qui va venir s'intercaler finalement entre les deux. Et si il déclenche correctement, avec un peu de chance évidemment, on va se retrouver avec une impossibilité d'émettre du malus à l'ennemi. Du moins à Cléopâtre. Donc derrière, en fait, ça va vous bloquer. Plus le fait que l'égalisateur de guerre va intervenir, en fait, derrière, vous vous faites complètement bloquer par Cléopâtre. Donc ça, c'est une défense qui est vraiment très bien pensée. On va arrêter de faire n'importe quoi, lui. Et on a Khufu. On le répète encore une fois. Hein. Donc lui, il va infliger des dégâts sable à la place des dégâts brûlure. Donc, il peut émettre des dégâts de brûlure. Il peut émettre des dégâts sable, plus une possibilité de mettre 70% de dégâts à tous les ennemis. En supplément des 450% qu'il effectue déjà. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Vous avez Mpengi qui va rentrer en jeu avec Tinsel. Donc je vous passe les commentaires, hein, ça va faire extrêmement mal. Hein. Je vous lis pas la fiche, hein, vous renseignerez vous-même sur les personnages, parce que bon, c'est un peu long, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu la coordination, la synergie entre les défenses. Comment il faut penser une défense et pourquoi. Pourquoi le faire, dans quel thème, dans quel GDA. Et donc, une défense comme celle-ci qui va créer énormément de sbires, donc qui va renforcer Pengi. Pengi qui va aller taper sur tout le monde, plus il a de sbires, plus il va faire mal. Et surtout, il va faire des dégâts gel sur tout le monde. Donc on va avoir les dégâts de brûlure, les dégâts sable, les dégâts gel. Tinsel qui va faire plus ou moins quelque chose dans le même genre. Diaoshan qui va se protéger avec du sbire et qui peut potentiellement aussi annuler le bonus en face si l'ennemi s'en est mis un et que le sbire est venu taper le bonus. Et se l'accaparer, si je ne me trompe pas. Qui donne à son propriétaire, voilà, on est bien d'accord. Et Cléopâtre qui va bloquer les malus. Donc là, on se retrouve avec une défense, finalement, en égalisateur de guerre, qui va vous foudroyer, parce que, malgré le fait qu'on soit en égalisateur de guerre, rien que le déclenchement des CS va vous laminer en termes de dot, en termes de puissance, en termes de rajout de puissance, en termes de overheal.
ça va vraiment devenir extrêmement gênant pour l'adversaire. Surtout que les troupes, c'est pas de la gnognotte. Hein. Quoique la troupe critique sur Khufu, je suis pas sûr. Par contre, à contrario, on peut se retrouver aussi avec des défenses qui sont moins bien pensées. Par exemple, on a ici Clarissa, Vela et Vanda qui vont faire pratiquement que du debuff. Donc, c'est pas forcément très intéressant, hein, parce qu'ils vont émettre une dot en réalité, donc en poison, en eau et en prise de soin, mais qui va être forcément supprimée. Par contre, on se retrouve avec des éléments très rapides ou rapides sur cette partie-là. Après, on a la partie de droite qui est beaucoup plus lente, donc on a Sif et Alberich. Donc Sif, logiquement, avant qu'elle déclenche, l'égalisateur de guerre a eu le temps de se déclencher au moins une fois, donc elle a potentiellement le temps de déclencher, et donc d'aller faire un boost de mana au copain, et avec son renvoi, bon, pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Et on a Alberich, voilà, vous connaissez Alberich, je vais pas rentrer en précision dessus, mais il va faire un bonus de soin, donc pour moi, il n'a pas grand-chose à faire dans cette défense-là. Donc ça, c'est une défense qui va servir surtout de tampon, hein, pour laisser un petit peu l'adversaire venir vers nous et espérer, mais je pense qu'il va vite finir par déprimer. Du moins, c'est le souhait. On peut avoir aussi quelque chose d'un peu plus bonus aussi, mais qui va toujours venir travailler sur cet aspect de renvoi de CS ou de debuff, buff. Donc là, par exemple, j'ai Freya. Ok, bon, Freya, elle va émettre pas grand-chose, elle va faire du sbire, qui sont plutôt corrects. Mais elle va surtout permettre de venir grignoter l'adversaire avec ses sbires. Alors certes, elle va avoir de l'esquive, certes c'est un bonus qui sera dissipé, mais si ces sbires tiennent et qu'il y a un déclenchement intempestif de Freya, elle va créer 1, 2, 3 sbires sur chacun des personnages, et donc venir gêner l'adversaire finalement, puisqu'elle va venir faire une muraille de sbires qui vont augmenter de 900% s'il y en a 3, de 900 points de PV, pardon, s'il y en a 3, voire même un peu plus. Donc derrière, ça va être très très dur d'aller éliminer les sbires, parce qu'ils sont quand même assez résistants. Et en plus, derrière, avec l'esquive, ça peut potentiellement esquiver l'attaque et donc vous gêner. Donc ce qui est très bien d'aller chercher l'esquive, c'est d'aller chercher les voyous, la classe des voyous. Et j'en parle maintenant. La classe des voyous, c'est la classe qui est faite pour l'égalisateur de guerre, avec les magiciens de la S1. Pourquoi ? Parce que le voyou va tout simplement esquiver une attaque sans forcément un bonus. En fait, l'esquive de Quintin va venir se cumuler avec l'esquive de Freya, et donc ça va faire pratiquement un personnage intouchable lors d'une GDA. Alors, faire quand même attention sur les bonus voyous des S1, car les S1, dans leur dernier nœud, va le faire sur tout le monde pendant 3 tours, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça, ou peut-être sur 2 tours. Il va donner donc la possibilité d'esquiver aux copains et à soi-même. Donc, c'est un bonus qui sera dissipé, certes, mais qui peut potentiellement gêner s'il arrive à s'intercaler. Mais voilà, n'oubliez pas que les bonus de classe seront supprimés aussi. Et ensuite, j'ai placé quand même Devana déjà qui n'est pas touchable par les sbires. Ça c'est bien, rien que par rapport à ça c'est cool. Et ce personnage a la résistance innée contre le retrait de bonus. Tata. Donc vous voyez un petit peu le rapport. En fait, on renforce la capacité de l'égalisateur de guerre avec les passifs et avec les CS. Et pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, elle va se créer son propre sbire qui est très résistant. C'est pas une Skadi qui va aller taper 35% de PV sur un sbire, je vous le dis franchement. Et en plus, elle va pouvoir retirer les bonus de la cible et des ennemis à proximité. Donc en fait, on va rajouter un dispel au dispel de terrain. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est justement augmenter cette fréquence de cleans, de dispel, de blocage, malus bonus, pour justement rajouter de la difficulté à l'adversaire. Et donc vous, de l'emporter ou au niveau défensif ou au niveau offensif, parce que ce sont des valeurs qui sont aussi possibles en attaque et qui doivent être mis en place d'ailleurs en attaque. On a un lien élémentaire aussi qui permet de recevoir un petit peu de mana. Donc c'est toujours très important le mana, hein, c'est le fer de lance du jeu, et ce qui permet voilà, de charger, de gagner. Plus on a de charge de mana, et surtout plus on l'a rapidement, mieux on peut déclencher nos CS et mieux on peut s'organiser au niveau de nos attaques. Ensuite, on a Potlémé, qui est un personnage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve extrêmement efficace par rapport
à sa CS. Alors évidemment, il va faire son bonus de soin, hein, de 30%, qui est assez moyen par rapport à ce qui se fait. Ça reste un 4 étoiles, donc c'est normal, hein. Un 4 étoiles ne doit pas être plus fort qu'un 5 étoiles, faut pas abuser non plus, même si à l'heure d'aujourd'hui, les S5 sont largement au-dessus d'un S1 classique. Donc on va se retrouver avec un petit soin de 30%, et surtout le lanceur et les alliés proches sont immunisés contre les nouveaux bonus, malus, pardon, effet négatif exactement, pendant 3 tours. Alors c'est bien parce que ça s'intercale entre 2 égalisateurs de guerre, et il récupère 175 points de PV à la place de chaque effet négatif qu'il aurait infligé. Donc même si l'adversaire il a décidé d'être stupide et de vous attaquer avec des dots ou avec des malus, et bah Potlémé va potentiellement venir les bloquer. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup c'est vrai que ça va permettre d'aller compléter l'égalisateur de guerre. On a le passif. Donc voilà, hein, on répète un petit peu les mêmes choses, hein, sur les S5. Hein. Donc là on va avoir une perte de précision et une dot de brûlure. Et le passif qui va augmenter sa capacité de soin et en overheal. Donc quand je vous dis que l'overheal c'est très important, c'est que vous devez penser vos défenses au niveau de l'overheal pour rendre difficile l'attaque contre votre défense. Bon, après j'ai placé Nemo parce que j'ai pas trop le choix de mettre Nemo, et j'ai pas trop le choix parce que je n'ai pas d'autres personnages vraiment fiables à mettre à cette place là. Et puis ça peut être finalement pas trop mal, parce que bon ok il attaque pas super fort, mais il attaque toujours plus fort qu'un Tahir. Mais voilà, s'il reçoit un malus, n'importe lequel qu'il soit, s'il attaque c'est 600 points de dégâts. Donc il passe de 400 points de dégâts à 800, et en réalité il va passer beaucoup plus fort. J'ai déjà vu taper à 1000, 1100. C'est quand même assez impressionnant. Nemo, quand il tape à 600%, ça fait extrêmement mal. Hein. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de personnages qui dépassent les 600%. Hein. On a peut-être Laoyu et peut-être Jové. Et encore, je suis même pas sûr. Je crois que Jové tape à 520%. Mais après, c'est vrai qu'il tape un peu sur tout le monde et ça fait mal. Donc voilà. Donc, on va faire un petit point. Première chose, égalisateur de guerre. Pas de bonus. Pas de bonus de soins surtout. Ne mettez pas des Rigard costumes, ne mettez pas des Agir, ne mettez pas des Raphaël. Ça ne servira à rien. Ce seront des personnages qui seront complètement losés et qui n'arriveront à pas grand chose. Après, il y a certains personnages en bonus de soins, par exemple comme Passepartout, qui est quand même très efficace, ou même Ferdinand qui peut rester très efficace. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire un peu que de ça, et dès qu'on va les bloquer, ou dès qu'on va bien synchroniser au niveau de l'égalisateur de guerre, on va les laminer. Donc là, n'est pas très important, n'est même pas pertinent d'aller les mettre en défense, on trouvera toujours le moyen d'aller les contrer. Donc, première chose, pas de bonus de soins. Pas de dot en overdose. Ça, il faut arrêter avec ça de mettre plein de poisons, plein de sable, plein de brûlures sur un égalisateur de guerre. Ça peut très bien marcher sur de la ruée. Ça peut très bien... des formations professionnelles. Ça peut très bien... super, je reçois du matériel maintenant à cette heure-ci. Donc pas de dot, pas de soins, pas de... en bonus évidemment. Hein. Le cumul, évitez. Évitez de mettre des personnages qui vont faire du cumul et qui sont même pas sûrs de pouvoir le faire. Placez pas des Alfric, placez pas des Ludwig. Leurs bonus seront, ou leurs malus seront supprimés au bout de 3 tours. On a déjà eu l'histoire, voilà, d'avoir 3-4 Ludwig en défense la semaine dernière, enfin le vendredi, samedi, dimanche. Ça n'a pas du tout fonctionné pour eux. On avait juste à attendre quelques tours ou à bien synchroniser pour attendre le déclenchement de Ludwig, qu'on avait éliminé Ludwig. Donc ça, réfléchissez correctement. Ne placez pas des bonus inutiles. Pensez à la classe, aux voyous en exemple. Les voyous ont la capacité d'esquiver, donc de ne pas se faire des spells parce que ce n'est pas un bonus. C'est juste un déclenchement d'une classe. Donc c'est pas quelque chose qui va rester, à contrario d'un paladin. Après on a aussi les ecclésiastiques, mais bon ça va protéger uniquement sur la baisse de mana. Mais il y a une autre classe qui peut être vraiment très bien, sur les S1 évidemment, c'est la classe des magiciens. Les magiciens vont à hauteur de 50% de chance, donc une chance sur 2, pouvoir, s'ils attaquent, dissiper les bonus adverses. Donc ça va venir en fait finalement compléter l'égalisateur de guerre. Donc pensez bien au niveau de ces deux classes d'essayer de construire une défense. Alors, le magicien en S1.
parce qu'il me semble que sur un magicien classique, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit sur du S1 pour profiter du dernier nœud d'emblème qui va permettre justement d'aller augmenter cette capacité de dispel en face. Alors à vérifier, hein, j'ai mis Milena, justement, on va aller voir, c'est un magicien que je ne pourrais pas voir. Hop, sauf si je fais modifier, et je vais là, et je vais là. Donc 5% de chance d'infliger plus 15% de dégâts supplémentaires pour chaque effet actif de l'ennemi. Les dégâts supplémentaires s'appliquent aux attaques normales et aux compétences spéciales. Donc en effet, on n'a pas. Si on prend Zartana, hop, 10% de chance de dissiper tous les bonus actifs de la cible, puis de lui infliger plus 15% de dégâts. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, voilà, 5% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Ah non, il le fait pas à hauteur de 50%. Enfin, il le fait pas à 5,5,5. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bon. C'est pas non plus ultra pertinent, du coup, les magiciens. Moi, je vous conseillerais plus de placer quelques voyous pour vraiment, finalement, vous faire une défense, on va dire, qui profiterait. Les passifs, pensez aux passifs, au lien familial, au lien élémentaire. Alors le lien élémentaire sera supprimé. Les passifs seront sur les dots et sur les malus seront supprimés. Mais pensez au niveau des S5 et à toutes les autres familles que j'ai pas toutes en tête, donc je vous répéterai pas tout ce qui se fait dans le jeu parce qu'il y a énormément de familles, mais pensez à bien vérifier vos passifs, vos liens famille, vos liens élémentaires pour voir s'il y aurait un déclenchement qui serait favorable au niveau de l'attaque pour venir se cumuler finalement à une puissance de CS, comme on a pu le voir avec la défense de Fidel Gastro. Maintenant, pensez aussi en overheal. L'overheal très important, et si possible, le rapide. Parce que tout ce qui va être moyen, et encore il n'y en a pas beaucoup en moyen en overheal, et tout ce qui va être lent, ça va pas être génial. Mais par contre, pensez aussi l'overheal donc en rapide et l'overheal en attaque, qui va donc générer des soins en fonction de la puissance d'attaque qui sera émise, et donc renforcer votre capacité à absorber l'adversaire. Les minions et les sbires. Les sbires, je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, vous avez des sbires qui vont faire des effets positifs ou négatifs. Et surtout les minions qui vont faire des effets négatifs et les sbires qui vont faire des effets positifs. On a des sbires qui font du renvoi. On a des sbires comme ceux d'Ulda qui vont faire un renfort défense et un renfort de points de vie en bonus. Mais qui ne seront pas dissipés car c'est le sbire qui donne le buff ou le debuff, suivant si c'est un minion ou un sbire. Et donc ce n'est pas un bonus, c'est un acte du sbire. Toute la différence est là. Donc plus vous renforcez par des minions ou par des sbires votre attaque ou votre défense, plus vous avez la possibilité finalement d'aller bloquer l'adversaire et surtout ce bonus. Vous allez le transformer en malus, enfin vous l'avez en malus et en fait finalement vous allez profiter de l'égalisateur de guerre pour cleanse l'adversaire, dispel l'adversaire pardon, et vous profitez au niveau des sbires et des minions de leur capacité à émettre une dot, un buff ou un debuff à l'adversaire ou à vous-même. Alors bien sûr je parle de buff quand je parle à vous-même. Pensez aussi à intercaler des personnages qui vont venir supprimer les buffs des buffs. Donc par exemple une Iris, un Potlémé. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Tac. Un Diaoshan avec ses sbires en exemple. On peut avoir en cleanse, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose sur le plateau. Ouais, j'ai Milena, bon. Mais voilà, vous avez compris le principe un petit peu. Venir compléter, on va dire, cet aspect égalisateur de guerre avec des personnages qui vont, des Vanna, voilà, qui vont venir en fait s'intercaler sur l'effacement des malus bonus pour justement, tout simplement parfaire votre défense et résister le plus possible et donc l'emporter par rapport à la synergie de vos attaques et de vos défenses, pardon. Et vos attaques, réfléchissez bien, c'est toujours pareil, il faut savoir se synchroniser en fonction du malus et en fonction du déclenchement adverse. Donc c'est pas évident et c'est là où il faut être malin
dans cette GDA-là, il faut avoir quand même de l'expérience, il faut quand même savoir de quoi on parle pour pouvoir performer dans ce genre de GDA. Et après, c'est toujours pareil, c'est la force du puzzle. Il faut voir ce que le puzzle est capable de nous donner, comment on arrive à le tourner, comment on arrive à charger nos personnages et comment on les déclenche. Donc logiquement, j'ai un petit peu globalisé tout ce que je pensais au niveau de l'égalisateur de guerre. Si y a des trucs que j'ai oubliés, alors je parle surtout à ma team, n'hésitez pas à me faire un petit point, un petit rappel sur ce que j'ai pu zapper, ou même vos idées à vous, on en rediscutera, et peut-être qu'on refera justement une vidéo égalisateur de guerre un peu plus organisée, un peu plus marquée sur le papier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Et il y aura beaucoup de choses à retenir, surtout au bout de 45 minutes de vidéo. Donc j'espère que vous en avez bien chié à m'écouter jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Gros bisous bisous.